Merci, c'est tout à fait passionnant et on ne pouvait pas s'empêcher, au cours de votre exposé, de faire parfois le parallèle avec des situations contemporaines. Je voudrais vous poser deux séries de questions, parce qu'au fond, vous avez en permanence montré les deux champs de réflexion sur le régime des mœurs et les peines d'infamie, celui des caractères de l'institution et celui de la fonction de l'institution. Sur le caractère, l'essentiel de votre démonstration, c'est le passage à la juridicisation. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un moment sur cette question-là avec deux séries de questions? La première, c'est quel est le rôle de l'avènement du Principat et de l'Empire dans cette juridicisation? Parce qu'on a le sentiment que là, il y a une accélération de la juridicisation. Et comment expliquez-vous ce phénomène? Parce qu'au début, vous le soulignez dans votre thèse, les empereurs ont voulu eux-mêmes se faire en quelque sorte censeurs. Ils ont voulu absorber la fonction du censeur, non pas l'annihiler, mais l'absorber eux-mêmes. Donc comment faire le lien entre une évolution qui est, je dirais, d'une magistrature discrétionnaire à des formes régulières avec le passage de la République à l'Empire? Oui, alors, cette juridicisation commence tout de même plus tôt, hein, c'est à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et un des points de départ, et qu'on va retrouver d'ailleurs sous l'Empire, c'est le très fort accroissement de la population civique. À savoir que dans les années 90-88, il y a eu ce qu'on appelait la guerre sociale et qui a débouché sur l'octroi de la citoyenneté à tous les habitants de l'Italie, tous les habitants libres. Donc on est passé d'une cité qui comptait à peu près 300 000 citoyens à 1 million, qui étaient répartis sur l'ensemble de la péninsule, et ensuite avec l'Empire qui était parfois hors même d'Italie. Donc il y avait un premier problème, c'est que le censeur ne pouvait plus forcément avoir devant ses yeux les citoyens et les blâmer, etc. La deuxième chose, c'est aussi que avant d'arriver au Principat, il y a eu presque un siècle de troubles et même de guerres civiles qui faisaient que, à certaines occasions, la censure a été instrumentalisée. Et donc, on commençait à avoir des doutes sur l'intérêt d'avoir une magistrature aussi arbitraire, parce qu'on craignait que des partisans l'utilisent pour éliminer leurs adversaires, ce qui a été parfois fait. On sait par exemple qu'en 115, il y a 32 sénateurs exclus sur 300, alors que d'habitude on est autour de 6. Et en 115, on est juste après le deuxième tribunat des Gracques. Donc on doute que dans l'eau, il devait y avoir des partisans des Gracques. Donc ça, c'est une première chose. Il y avait un certain soupçon autour de la censure, et qui expliquait qu'à la toute fin de la République, Claudius, le tribun de la plèbe, a essayé même de la réformer, en disant désormais il faut un procès, il faut qu'il y ait une accusation, une plaidoirie, une défense, pour encadrer un petit peu ce pouvoir arbitraire. Bon. Alors après, on a un deuxième phénomène qui là touche plutôt ce qui est des lois qui encadrent la hiérarchie civique, de la part des princes. Pourquoi les princes ont-ils recouru aux lois plutôt qu'à la censure? Parce qu'ils craignaient d'être accusés de tyrannie. Il faut savoir qu'à Rome, les rois ont été chassés en 509, selon la tradition, et qu'aspirer à la royauté était un crime puni de mort. César a été tué parce qu'on pensait qu'il aspirait à la royauté. Il a été assassiné. Donc Auguste, son fils adoptif, ne veut pas refaire la même erreur et préserve, dès le début de son règne, des apparences républicaines. Et si il confère la censure à quelqu'un d'autre, l'aristocratie risque de lui échapper. S'il la revêt lui-même, on va l'accuser de constituer un Sénat qui serait sa créature, qui ferait ce qu'il voudrait, etc. Donc pas indépendant. Du coup, il est un peu coincé. Il ne peut pas confier à d'autres parce que c'est une charge trop importante, trop prestigieuse. Quelqu'un lui ferait de l'ombre. Il craint quand même des rivaux. Il a vécu 15 ans de guerre civile, donc il craint des rivaux pendant une grande partie de la période, ce qui explique qu'il n'y aura jamais un sénateur en charge de l'Égypte, par exemple, parce que cette province est trop riche. Et de l'autre côté, s'il est lui-même censeur, il a peur qu'on l'accuse de tyrannie. L'exemple, c'est qu'il va demander à des commissions. D'abord, il va demander aux sénateurs de s'auto-épurer.
Ceux-ci vont refuser, ça ne va pas marcher. Après, il va demander à une commission de faire le boulot. Ou alors, quand il va prendre lui-même la censure, il va demander à des sénateurs de l'accompagner pour montrer que ce n'est pas lui qui décide simplement. Donc il va tout faire pour essayer de ne pas se présenter comme celui qui décide. Et finalement, il trouve un outil plus adéquat, qui est la loi, qui permet de donner des conditions objectives. Donc c'est un calcul politique plus qu'un raisonnement institutionnel, parce que ce qui est frappant sur le premier âge du censorat, c'est qu'il fonctionne vraiment, disons, comme une institution indépendante. Aujourd'hui, on dirait une institution indépendante, c'est-à-dire qui a pour caractéristique d'être une magistrature avec une liberté d'appréciation des cas et des sanctions qui est assez forte. Et là, effectivement, le passage à la loi donne l'idée d'une possibilité d'automaticité. Mais est-ce que ça n'est pas lié aussi, justement, au changement, pourrait-on dire, de la fonction de l'infamie, puisque vous avez insisté sur le fait qu'après la juridicisation, au fond, les cas d'infamie liés à des atteintes, disons, à la confiance publique, quelles que soient ces dimensions de la confiance publique, tendent à devenir dominants. Alors que les premières formes de censorat que vous avez évoquées me semblent mettre l'accent non pas sur les atteintes à la confiance publique, mais sur les atteintes à la légitimité politique. Donc c'est deux choses très différentes. La confiance publique, la confiance se définit par l'ensemble des éléments qui permettent de suspecter l'action à venir d'une personne. Donc c'est comment le jugement sur une action passée entache la possibilité de continuer des relations sociales avec cette personne, d'où le rôle des faillites et puis bien sûr les éléments de faute morale que vous avez soulignés. Mais ça n'est pas du tout de même nature que la question de la légitimité politique. C'est-à-dire que l'atteinte à la confiance, c'est très différent de l'atteinte à la légitimité. Et c'est ça qui m'a frappé dans votre thèse, c'est qu'au fond se superposent ces deux éléments, mais la confiance, un élément de régulation sociale générale, alors que la légitimité, c'est simplement un élément de régulation de la classe politique, disons, pour faire vite. Est-ce que... comment cette question a-t-elle été... Parce que dans les 200 cas que vous étudiez, bien sûr, on peut considérer que des personnalités politiques de première importance qui ont été taxées d'infamie, il y a eu d'une manière ou d'une autre des traces, alors que tous les banqueroutiers, vous ne les avez pas évidemment connus, ou toutes les prostituées, ou tous les cas ordinaires d'infamie. Donc la constitution de votre cohorte prosopographique donne évidemment un privilège considérable, je dirais, au premier cas, qui est celui des atteintes à la légitimité ou à l'autorité politique. D'ailleurs, quand vous dites que vous allez travailler sur l'autorité, c'est effectivement logique, parce que l'autorité, c'est aussi une forme d'institution invisible. Donc là, le problème, c'est celui de la régulation des différentes catégories d'institutions invisibles qui est en cause. Mais le droit romain n'avait-il pas d'autres moyens que les accusations d'infamie pour régler, par exemple, tout le problème de la confiance commerciale Alors, pour ce qui est de la confiance commerciale, en réalité, quand vous dites que j'ai travaillé sur l'autorité, c'est pas uniquement sur l'autorité de la classe dirigeante. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la question du témoignage, et notamment de ce qu'on appelle le témoignage instrumentaire. C'est-à-dire que pour tous les contrats, il y avait un nombre, alors qui varie selon les types de contrats, etc., de mariage, commercial ou autre, un nombre de témoins qui venaient attester de l'authenticité du contrat, et que, en cas de litige, ils s'engageaient à venir témoigner en justice pour dire oui, le contrat a bien été noué dans ces termes, etc. etc. Donc l'infamie venait là pour sanctionner celui qui ne respectait pas le contrat, en quelque sorte, qui ne tenait pas sa parole, mais il y avait quand même des garanties extérieures par le biais des témoins qui s'assuraient de la tenue des engagements prononcés. Quant au problème de déformation des sources, naturellement, en histoire romaine, il est inévitable. Les sources sont écrites par les aristocrates, pour les aristocrates, et les témoignages des petites gens sont principalement épigraphiques. On en a quelques exemples, mais déformés par l'œil de ces gens qui sont au sommet de la société. Et donc, comme malgré cela, j'ai quand même
pu observer un certain nombre d'infâmes de conditions obscures qui apparaissent comme ci, comme ça. Mais après le passage de la légitimité à la confiance, cette légitimité, ce besoin de légitimité reste quand même sous le Principat. Il faut savoir que finalement, s'il y a un invariant à Rome, c'est le Sénat, qui est là de la monarchie jusqu'à la fin de l'Empire. Et cet invariant institutionnel repose en plus sur quoi? Sur son autorité. Donc il a toujours besoin, à un moment ou à un autre, de prouver que ses membres ne font pas n'importe quoi. Donc sous l'Empire, effectivement, il va y avoir des questions plus objectives, c'est-à-dire la perte du sens. On n'a plus la fortune, donc on ne peut plus être sénateur, on ne peut plus être chevalier. Pour ce qui est, on va dire, un regimentum sensorial, donc les bureaux vont éliminer ceux qui n'ont plus les moyens d'être sénateurs, à moins que le prince décide de renflouer les caisses de la famille. Mais on va continuer à avoir des procès dont l'issue est l'infamie en cas de condamnation. Donc des sénateurs qui sont envoyés gouverner une province en Afrique, en Égypte, enfin pas en Égypte justement, mais ailleurs, et qui s'en mettent plein les poches à cette occasion, qui reviennent, sont accusés devant le Sénat, et on voit par exemple Pline le Jeune défendre ou accuser à plusieurs reprises. Et ça débouche sur une exclusion du Sénat, sauf si le prince met tout son poids dans la balance pour éviter l'accusation ou le restituer. Donc il y a quand même un maintien de ces problèmes de légitimité aussi, mais uniquement sous la forme judiciaire. Et si on le mesure en termes d'efficacité relative pour le monde politique, qu'est-ce qui était le plus efficace? C'était la régulation par le régime premier des mœurs ou c'était ensuite la régulation plus judiciaire? Alors, il faut bien voir que jusqu'en 146 avant Jésus-Christ, si vous voulez accuser un magistrat, c'est devant les assemblées du peuple, c'est donc extrêmement complexe. L'accusation et le résultat de l'accusation est extrêmement aléatoire. Ensuite, ça commence vraiment à se développer. On a des sources véritablement sur ces malversations des dirigeants romains qu'à partir du moment où Rome commence à acquérir véritablement un empire. Donc à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et plus encore au IIe siècle. Donc au début, j'ai envie de dire, c'est pas tant que l'un était plus efficace que l'autre, c'est qu'il y en avait un qui existait et l'autre non. Donc au tout début, il y avait principalement la censure et quasiment rien du point de vue judiciaire. Et passé un certain cap, c'est le contraire. C'est-à-dire que la censure n'est plus revêtue que épisodiquement. Par exemple, il n'y en a pas entre 86 et 70 avant Jésus-Christ. Après, il faut attendre 50, si je me souviens bien. Donc dans les dernières années de la République, il y a eu 3 ou 4 censures. Du coup, forcément, ce n'est plus si efficace que ça, parce que donc, dans la période intermédiaire, quand il n'y avait pas de censure, ça veut dire qu'il n'y avait pas de personnes qui étaient exclues du Sénat, alors? Non, sauf par les procès. Donc c'est-à-dire que le principe même du censeur, qui était justement de prendre une décision d'exclusion par lui-même, ne fonctionnait plus du tout. Et que c'était quand même le plus rapide et le plus efficace, visiblement. Oui. Alors après, du coup, il y avait des processus de rattrapage. La censure de 70, où on voit Pompée à mener son cheval par la bride dont j'ai parlé tout à l'heure, a donné lieu à l'exclusion de 64 sénateurs. Donc un dixième. Donc on sent qu'il y avait eu à ce moment-là un besoin d'évacuation d'un grand nombre de personnages qui étaient arrivés là un peu par hasard à cause de la dictature de Sylla 10 ans plus tôt, qui avaient commis des méfaits ou qui avaient usurpé un peu une place au Sénat. Donc on voit de temps en temps des processus de rattrapage. César fait de même quand il sera dictateur. Il va à un moment essayer de mettre un peu de l'ordre dans le Sénat. Auguste fait de même dès qu'il accède au pouvoir après Actium. C'est une des premières choses qu'il fait. Il essaye de remettre de l'ordre. Donc c'est la régularité qui manque, mais quand la censure revient, elle frappe fort en général. Un élément de comparaison intéressant, c'est quand on regarde, je voudrais qu'on parle une minute tout à l'heure de la façon dont pendant la Révolution française on a considéré ces questions-là, mais ce qui est frappant, c'est de voir qu'alors que la plupart des grandes magistratures romaines ou des grandes fonctions grecques ont été traitées, je dirais, dans le contrat social ou dans l'esprit des lois, on a le sentiment qu'il y a à la fois chez Rousseau et chez Montesquieu une sorte de gêne par rapport à la fonction des censeurs. Il ne lui donne pas du tout la centralité. Par exemple, Rousseau donne une centralité considérable au tribunat à Rome. Bon. Et les censeurs, ils sont tout à fait minorés. Comment vous expliquez que cette réception, si je puis dire, et cette historiographie
du censorat a été, c'était au fond la magistrature romaine la moins valorisée dans la tradition. Alors, est-ce que, j'avoue que je ne me suis pas penché sur la tradition de la censure dans les siècles qui suivent la fin de Rome. Est-ce qu'il n'y a pas le problème déjà de sociétés qui étaient monarchiques avec des ordres, on devenait noble par la naissance, par la plupart du temps. Donc là, on a à Rome une noblesse qui est plus politique, où on entre parce qu'on est jugé apte. Donc déjà, il y a, je pense, un problème de recrutement. La deuxième chose qu'on a tendance à oublier quand même, c'est que le digeste continue d'exister jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle et qu'il fonde le droit dans une grande partie des sociétés occidentales. Et en réalité, quand on regarde les exclusions dont sont victimes certains personnages encore en Allemagne ou en France, etc., au XVIIIe, ça vient du digeste. Et ça, on l'oublie. Donc le digeste a continué à exister et le digeste reprenait des textes de loi qui étaient eux-mêmes influencés par la censure. Quand on regarde le capitaine Fracasse qui a peur de déchoir en se faisant acteur, comédien, c'est aussi parce que les comédiens à Rome avaient été à ce point stigmatisés, dépréciés, etc., ce qui n'est pas le cas en Grèce, par exemple. Donc il y a un héritage qui se fait peut-être pas par la magistrature, mais par le droit qui est devenu vivant, et sans doute des contextes différents. La monarchie, alors plus absolue dans le cas de la France, et une noblesse de sang plutôt qu'une noblesse politique. Mais... Au XVIIIe en France, on peut dire que les cas d'indignité ne concernent que des ordres, la noblesse ou les grands corps constitués, c'est-à-dire la magistrature, les gens d'église et les nobles. Et il y a de nombreux procès en indignité et des sanctions, là aussi, très spectaculaires, qui sont prononcées au XVIIIe siècle. Et même des peines très, très infamantes qui sont... Michel Foucault en a rappelé un certain nombre, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Et à ce moment-là, la Révolution française, mettant à bas les ordres et mettant à bas la noblesse, se pose la question, peut-il encore y avoir de l'indignité dans une société démocratique ? Et la réponse aurait été de dire oui, puisque tout le monde, la société démocratique, ça n'est pas la suppression de la noblesse, c'est que chacun accède au statut de la noblesse. Donc ça, c'est quelque chose qui, en droit comparé, était maintenant très étudié. C'est de dire que si en France, les condamnations ont été moins afflictives qu'en Angleterre et surtout aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, dans la mesure où il n'y avait pas de noblesse, on pense que chacun peut être sanctionné très brutalement. Alors qu'en France, chacun a le droit d'être traité comme était traité avant les nobles. Donc le paradoxe, c'est que l'avènement de la démocratie va donner à chacun le statut d'être équivalent aux anciens nobles, en dignité en tout cas, en dignité et en importance sociale, mais qu'en même temps, on ne peut pas se mettre à généraliser ces sanctions d'indignité. Donc on va voir le paradoxe d'un anoblissement de toute la société, mais avec le fait qu'on n'en tire pas les conséquences du point de vue de la condamnation possible à l'indignité. Puisque pendant la Révolution française, l'équivalent de l'indignité, c'était les crimes dits de lèse-nation, mais qui n'avaient qu'un fondement juridique très, très faible et qui évidemment ont été utilisés uniquement politiquement. Et dans l'ordre militaire, puisque vous faisiez allusion que c'est d'abord d'origine militaire, les cas d'indignité, eh bien, la façon dont le capitaine Dreyfus a été dégradé dans la cour de l'école militaire n'a eu aucun fondement juridique et n'a eu aucune explication, si je puis dire, technique. C'est une cérémonie qui était organisée en dehors de absolument tout cadre légal, alors que ça correspondait tout à fait à des cérémonies, je dirais, anciennes de dégradation. Enfin, là, on l'a un petit peu réinventé à sa façon. Et de même, après la Deuxième Guerre mondiale, enfin, c'est ce qui était analysé dans la thèse d'Anne Simonin sur le déshonneur dans la République, on a mis en place des chambres spéciales, les chambres civiques pour juger. C'est-à-dire qu'il restait tout de même un droit qui pouvait condamner un certain nombre de faits, mais pour condamner l'indignité, on a dû
mettre en place de nouvelles chambres. Aujourd'hui, il y a eu récemment un rapport de l'ancien procureur général de la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, qui a fait un rapport qui a été publié il y a un mois qui s'appelle « Restaurer la confiance publique », et dans lequel, justement, il pose la question de restaurer, si je puis dire, d'anciennes peines d'indignité civique. C'est pour ça que je lui ai conseillé de lire votre thèse. Mais vous, comment voyez-vous, au fond, cette institution, évidemment, votre travail, vous l'avez situé dans ce cadre-là, mais est-ce qu'au fond, c'est une institution qui n'a pas eu de... qui n'a pas fait de petit, qui a existé à un moment dans le monde romain et qui a disparu. Parce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup d'autres fonctions, toutes les autres fonctions démocratiques ou politiques que l'on peut imaginer, qui ont été mises en place dans le laboratoire romain d'une façon ou d'une autre, on les a retrouvées. On les a retrouvées dans le monde des gouvernements représentatifs, dans le monde démocratique. Et au fond, c'est la seule grande institution gréco-romaine dont à la fois l'esprit et les modalités n'aient pas trouvé de résonance dans les constructions modernes. Comment vous expliqueriez ce phénomène, au fond, assez étrange, et qui redouble le constat que Montesquieu et Rousseau étaient mal à l'aise pour parler du censorat? Il faut dire que cet oubli a été très précoce, parce qu'en réalité, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, on commence à avoir des distinctions tout simplement dans la société romaine entre ce qu'on va appeler les honestiores, les plus honnêtes, les humiliores, les plus humbles, qui ne sont pas traités de la même manière en justice, qui n'ont pas les mêmes droits, qui du coup ne subissent pas les mêmes peines, donc on divise le monde en deux, alors que l'infamie partait du principe qu'on avait des citoyens à peu près égaux. On est dans ce que Nicolas avait appelé l'égalité géométrique, hein, donc on prend en compte quand même la richesse, la naissance, mais... Bon. Donc très vite ça a été oublié, parce que très vite aussi, en fait, quand Domitien incorpore les pouvoirs censoriaux, la censure disparaît, il n'y a plus aucune censure après 96, après Jésus-Christ, donc il y a encore 4 siècles d'Empire romain où la censure a disparu. Elle a été aussi très vite oubliée, parce que même une institution qui a souvent récupéré des réalités romaines, l'Église, l'avait oubliée. J'ai participé à une table ronde récemment sur les censures canoniques, l'excommunication, etc. Et tous les spécialistes de l'Église, alors à l'époque médiévale, moderne, etc., découvraient que la censure existait à Rome quasiment. Donc, quand bien même ça s'appelle censure, qu'on parle d'exclusion de la communauté pour une faute parce que tel croyant n'a pas respecté telle ou telle règle. Donc, en réalité, dès les 9e, 10e siècles, la censure a été oubliée, même au sein de l'Église, qui pourtant continue à utiliser quelque chose qui ressemble à la censure romaine, mais on a l'impression sans vraiment le savoir, sans s'en rendre compte. Donc cette disparition de la censure, elle est très 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 précoce. Et en fait, quand Domitien finit par l'achever, on ne l'utilisait plus trop. Elle avait même été déconsidérée. Alors c'est aussi un autre problème, c'est-à-dire que parmi les dernières censures qui ont eu lieu, il y a eu celle de Claude, donc l'empereur qui précède Néron, et qui a été catastrophique. Donc il manquait absolument d'autorité, il a essayé de dégrader des gens qui lui ont répondu, qui lui ont fait des reproches, qui lui ont dit « mais ce que tu racontes c'est complètement faux, renseigne-toi avant de dire ceci ou cela ». Donc il y a eu un moment où la censure a un peu échoué sur la toute fin avant de disparaître et d'être oubliée, y compris par les Romains au final. Donc si elle a été oubliée par les Romains, est-ce qu'elle peut être ressuscitée régulièrement? Enfin, quand quelque chose est oublié pendant 1000 ans, 1200 ans, sa résurrection elle me paraît plus difficile. Et vint la thèse de Clément Bure. Donc merci, j'espère que bientôt votre travail sera publié, que vous pourrez aussi communiquer, bien sûr votre exposé sera sur le site du collège, et j'espère que beaucoup de personnes regarderont la vidéo. Merci. Je vous remercie.